Eh bien, je vais maintenant appeler Patrick Dubois à venir nous rejoindre pour présenter son livre, et on peut l'applaudir. Merci à vous. Bonsoir. Nous réglons. Voilà. Peut-on coacher la France? On va parler de ça, mais pour parler de coacher la France, je vais vous proposer ce soir de faire un détour. Et je vais vous proposer tout simplement de partager avec vous un certain nombre de convictions personnelles. Donc je le dis immédiatement en préambule. Ce que je vous raconte là, vous êtes OK, ça ne vous parle pas, vous trouvez que c'est mégalomaniaque, etc. Tout à fait acceptable, je l'entends, je défends un point de vue, et donc je ne suis pas dans le neutre. Et donc je respecte aussi tous les points de vue et les points de vue divergents. Alors, peut-on coacher la France? Je voudrais d'abord commencer avec vous par une chose importante pour moi, qui est vraiment cette première chose. Nous sommes à l'aube des accompagnements collectifs. Alors vous allez me dire, c'est un peu prophétique cette manière de dire, de faire. Nous sommes à l'aube des accompagnements collectifs, mais je précise que je n'ai pas fumé de drogue illicite avant d'arriver. Je n'ai pas abusé du Fougère non plus, mais je suis convaincu que nous sommes à l'aube des accompagnements collectifs, et c'est ce point que je voudrais partager avec vous ce soir, qui va rejoindre le coaching et qui va aussi rejoindre ce que vous verrez en deuxième partie. Pourquoi je dis ça? Je crois qu'en fait, concrètement, très souvent, vous avez beaucoup de livres, d'articles, d'émissions de télé qui commencent par la liste des crises. La crise économique, la crise sociale, la crise de civilisation, la crise des crises. On n'a plus que de la crise. Alors ce soir, comme je n'ai pas envie de plomber l'ambiance, je vais vous proposer de commencer ailleurs et d'introduire mon propos par 5 grandes dynamiques qui sont à l'œuvre dans le monde aujourd'hui, qui sont très profondes et qui en même temps bousculent nos vies. Et donc je voudrais vraiment vous montrer en quoi ces 5 dynamiques, elles travaillent les collectifs, que ce soit une entreprise, une association comme celle-là des coachs, une université comme celle-là, et comment, finalement, nous avons tous à prendre en charge ce qui se joue pour nous. La première chose, très importante, c'est qu'on est de plus en plus nombreux. Alors vous allez me dire, on est de plus en plus nombreux, c'est évident, mais quand vous regardez l'actualité, quand vous regardez la manière dont on se saisit des questions, c'est une question qui est constamment sous-estimée. On sera 8,5 milliards en 2030 sur la Terre, ce qui ne s'est jamais vu dans toute l'histoire de l'humanité, ce qui veut bien dire qu'on sera soumis à des questions qu'on n'a jamais rencontrées. Ça se traduit, nous sommes de plus en plus nombreux, par de multiples conséquences. Première conséquence, c'est que ça démultiplie les organisations. Comme nous sommes de plus en plus nombreux, il y a de plus en plus de niveaux territoriaux, d'organisations, d'associations, d'ONG, d'entreprises, d'organismes coopératifs, etc., etc. Donc il y a une très grande diversité, une très grande multiplication. Et puis dans le même temps, comme nous sommes de plus en plus nombreux, il y a aussi une augmentation de la taille des organisations. Avec soit des organisations très structurées, bureaucratiques, ou même hiérarchiques, matricielles, etc., soit des organisations très fluides de type réseau, et on peut considérer qu'un réseau comme Facebook est une organisation. La deuxième chose, c'est qu'on est de plus en plus reliés. Alors, ça c'est la même chose, on perd de vue une chose très importante, c'est que globalement, nos familles, en France, jusqu'en 1900, vivent dans un village, se marient dans le village d'à côté ou dans le même village. Les hommes vont peut-être au service militaire, mais globalement, on vit dans un environnement extrêmement restreint. Il n'y a pas la télévision, il n'y a pas la radio, il n'y a pas Internet, etc. Donc on n'est pas reliés. Fondamentalement, on n'est pas reliés. Aujourd'hui, on est massivement reliés, et quand on pense que Internet a 20 ans, on se dit, mais comment c'était avant? Alors,
Ici, dans cette salle, beaucoup de gens se souviennent de comment c'était avant, l'ont vécu. Chez nos enfants, c'est moins clair. Mais ce qui est très clair, c'est que ce mécanisme-là, il est à l'œuvre profondément. Et cette reliance, elle se joue avec l'amélioration des transports, physiquement, et avec toutes les questions migratoires que ça va générer. Et vous voyez comment, de plus en plus nombreux reliés migratoires, ça va se jouer ensemble. Ça se joue aussi sur un phénomène qu'on sous-estime complètement, qui est la question de l'urbanisation et de la naissance des mégalopoles, avec toutes les questions positives que ça crée et négatives, avec beaucoup de nouveaux risques d'un côté, et de l'autre côté, beaucoup d'opportunités. Un type comme Tello, dans L'origine des génies, montre qu'il y a un lien entre la création des villes et des urbanisations et l'émergence des génies. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, mais ça pose un certain nombre de questions. Donc on est de plus en plus nombreux, on est de plus en plus reliés. La troisième chose, c'est qu'on est de plus en plus augmenté technologiquement. Vous l'avez vu là en entrant dans la salle, on a nos smartphones, on a nos ordinateurs, on est relié vers Internet, et on peut même maintenant, ce que je vous ai mis là, c'est l'image du premier pistolet fabriqué avec une imprimante à objet. Il est homologué aux États-Unis. Hein. On a dû rajouter du métal pour qu'il puisse être conforme à la réglementation américaine quand on passe dans les portails de sécurité. Et donc chacun d'entre nous va pouvoir très rapidement imprimer Kalachnikov dans son salon. Ça laisse rêveur, vous allez me dire. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est parce que quand on pense Internet ou quand on pense ça, on se dit mais oui, c'est incroyable ces révolutions et de la manière dont on va être augmenté technologiquement. Sauf que la révolution Internet n'est rien à côté de ce qui se prépare. Nanotechnologie, thérapie génique. Songez qu'aujourd'hui, les agences régionales de santé sont en train de travailler sur une question simple, c'est qu'un hôpital, c'est un hôtel. C'est essentiellement un hôtel avec des plateaux techniques. Mais si demain vous êtes capable de soigner à domicile, il faut fermer les hôtels. Imaginez la fermeture de l'ensemble des hôpitaux en Languedoc-Roussillon, ce que ça va donner. C'est pas dans longtemps, hein. C'est très proche. Les gens travaillent déjà dessus. Donc vous voyez, on est dans un phénomène là où cet élément technologique va faire aussi que on va nous brancher avec des nanotechnologies, des trucs, on va augmenter nos capacités dans le cerveau, on sait aujourd'hui directement avec le cerveau piloter les objets. L'autre chose, c'est que les temps changent, ça ne vous a pas échappé, mais ils changent d'une manière qui par moment ne nous est pas suffisamment présente. Dans les organisations et dans les entreprises aujourd'hui, et au niveau de la France aujourd'hui, non seulement les temps changent, alors on a conscience de l'accélération en général, très forte, mais on a beaucoup moins conscience d'un autre élément qui est déterminant, qui sont les phénomènes de dyschronie. C'est-à-dire que dans une même entreprise, vous allez avoir du long terme si j'ai besoin de faire de la recherche pour développer un nouveau produit, et puis du court terme si je suis actionnaire parce que j'ai besoin de regarder ma rentabilité, et puis peut-être du moyen terme pour tel cadre ou tel personnel qui lui regarde comment il va construire sa carrière. Et ces phénomènes posent de multiples problèmes. Si vous regardez au niveau d'un pays, finalement, aujourd'hui, les hommes politiques sont essentiellement des hommes élastiques. Leur problème, c'est qu'ils savent très bien, parce qu'ils ne sont pas bêtes, qu'il faudrait travailler sur le long terme. En même temps, ils savent très bien qu'ils seront élus sur le court terme. Donc, ils font constamment une espèce d'étirement complet sur essayer de trouver entre les deux une posture. Donc vous voyez bien, plus nombreux, plus reliés, augmentés technologiquement, les temps qui changent, ça nous amène à un autre truc que vous connaissez bien. Alors sur le temps, j'écoutais BFM l'autre fois, BFM, hein, donc j'étais pas sur une radio avec une émission People, non, j'étais sur BFM, et le gars dit, le premier homme qui vivra 1000 ans est peut-être déjà né. Je me suis dit, qui raconte ça? Parce que ça m'a fait un choc. Et alors celui qui raconte ça, c'est un type qui s'appelle Laurent Alexandre, qui est diplômé de Sciences Po, diplômé d'HEC, diplômé de l'ENA. C'est lui qui a fondé le forum Doctissimo. Donc vous voyez, c'est quelqu'un de très sérieux. Et il vous explique en quoi, avec l'avancée de la médecine, avec l'avancée de la technologie, etc., imaginer ça n'est absolument pas absurde. Vous voyez bien que ça crée ça, une situation qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer la suite. Vous avez un groupe de chercheurs à l'UNESCO qui, en gros, a évalué que les connaissances de l'humanité doublent tous les 7 ans. Ça veut dire
que dans 70 ans, les connaissances de l'humanité auront été multipliées par 1024. Juste, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais moi je ne peux pas imaginer. J'ai beau me le dire, je me dis non, je ne peux pas imaginer. Ça crée un autre contexte, ça, que vous connaissez bien, c'est que ça crée un univers où on est constamment dans la complexité. Je ne dis pas dans la complication, je dis bien dans la complexité. Et ça veut dire quoi la complexité? C'est que de plus en plus tout est interdépendant, donc je ne peux pas prendre une décision sans qu'en cascade elle ait de multiples conséquences. De plus en plus, dans une école comme celle-ci ou dans une entreprise, dès que je prends une décision, c'est ambigu. Ça veut dire quoi, c'est ambigu? Ça veut dire que je ne sais pas à l'avance si ce sera une bonne décision. Il n'y a que dans son application et dans ses résultats que je pourrais vérifier que c'était une bonne décision, mais je ne le sais pas à l'avance. On se retrouve donc dans des organisations où c'est ingouvernable, indécidable, et où tout peut arriver. Donc vous voyez, tout ça, ça crée une espèce de contexte, qui est le contexte que nous vivons, avec des mouvements profonds qui viennent brasser les collectifs, que ce soit les petits collectifs, y compris la famille, vous voyez comment la famille est ballottée aujourd'hui, hein, ou des grands collectifs. Vous pouvez prendre les entreprises, mais vous pouvez prendre les pays. Prenez même des très grands collectifs comme le Vatican et l'ensemble du monde catholique, et vous voyez comment tout ça va être brassé par ces phénomènes démographiques, de reliance, de changement de temps, de complexité. Alors pour moi, ça a deux grandes conséquences. La première conséquence, elle est individuelle, pour chacun d'entre nous. C'est que quand je vous dis les connaissances de l'humanité vont être augmentées par 1000 dans les 70 prochaines années, on ne peut pas l'imaginer. Quand je vous dis peut-être que déjà on a vu naître quelqu'un qui pourrait vivre 1000 ans avec un certain nombre de processus, etc., moi je ne peux pas l'imaginer. C'est-à-dire, j'écoute le type, je vais vérifier ses sources, mais en même temps je me dis, mais il a fumé, enfin il est bizarre ce type-là. Et en même temps, c'est là. Et donc ça pose un problème clé, qui est la plasticité humaine. Pendant des siècles, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait le temps de s'adapter, le temps de bouger, le temps de changer de croyance, etc. C'est plus possible. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'on a besoin de coach, on a besoin de thérapeutes, on a besoin de mentors. Tous les métiers d'accompagnement aujourd'hui sont en développement, et ils sont en développement essentiellement pourquoi? Parce que vivre dans ce monde-là, c'est très difficile. La deuxième conséquence, elle est collective. Elle est collective, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de plus en plus, on a un problème, c'est que les organisations vont buter sur elles-mêmes. Qu'est-ce que j'appelle les organisations qui butent sur elles-mêmes? C'est-à-dire qu'une organisation, généralement, elle a été fondée soit sur des statuts, soit sur un cadre juridique, soit sur une constitution pour un pays, et puis elle a une finalité. Et donc, bon an, mal an, les membres de l'organisation travaillent pour que la finalité puisse se réaliser. Mais aujourd'hui, vous observerez au niveau d'un pays, mais aussi au niveau d'une entreprise ou d'une association, qu'on passe plus de temps à chercher comment on va faire pour ensemble faire ce qu'on a à faire, que de faire ce qu'on a à faire. C'est-à-dire que la complexité, la révolution technologique, la taille des organisations, l'interconnexion fait que vous ne pouvez plus être dans un système où il suffit de faire ce qu'on a à faire. Le sociologue François Dupuis dit, il compare par exemple le taylorisme avec ce que vivent les gens dans les organisations aujourd'hui. Et il dit, le taylorisme, d'une certaine manière, on a dit que c'était l'horreur parce que c'est les temps modernes, ça déshumanise l'homme, etc. Mais en même temps, l'opérateur sur sa chaîne, il a à interagir avec la personne qui est avant et la personne qui est après. Ça limite le nombre d'interactions et surtout, il a juste besoin de prendre la pièce. Il n'a pas à négocier. Dans une organisation moderne, dans un pays moderne, vous passez votre temps à négocier et à vous adapter en temps réel avec de multiples interlocuteurs. Et donc, on a substitué le séquentiel successif à du simultané et à de la négociation permanente. Ça explique en grande partie pourquoi vous avez des risques psychosociaux. C'est-à-dire que dans le système des risques psychosociaux, on met les gens dans une grande bouilloire, dans un grand chaudron, on appelle ça le chaudron collectif, puis on leur dit « débrouille-toi ». Ben, ils ne savent pas. Et donc on a des organisations, et il se trouve que je fais beaucoup d'accompagnement collectif, en milieu hospitalier, en entreprise, au sein d'ONG, et ce que je vois, c'est qu'on met les gens dans des situations infernales.
Ça a une autre conséquence, ce processus, c'est qu'on est en train d'entrer dans l'ère de la transformation permanente. Non pas parce qu'il y aurait une espèce de morale du changement, où il faut changer, il faut s'adapter. Non, c'est simplement que ce que je viens de vous décrire, c'est-à-dire ces espèces de grands courants marins qui sont présents et qui sont constamment à l'œuvre, sont tellement puissants que dans leur réalité quotidienne, eh bien, de toute façon, ça oblige tout le monde à constamment faire des mouvements. Et c'est difficile, il ne faut pas chercher ailleurs la violence de certains mouvements de société. Quand vous parlez du mariage ou quand vous parlez de l'orientation sexuelle, etc., on est aujourd'hui avec des modèles où même, par exemple, notre relation avec la mort aujourd'hui, tout a besoin d'être revisité. Ça vous met dans un endroit extrêmement difficile. J'ai lu encore dernièrement, vous avez un pays, je ne sais plus si c'est la Norvège ou le Danemark, qui a reconnu le genre neutre. Australie. Merci. Quand on imagine ça, vous voyez comment ça va bouleverser. Imaginons que ça se propage, ça crée une situation, mais c'est totalement incalculable. Donc on est dans ce processus continu. Alors, ce processus continu, pourquoi est-ce que je vous en parle? C'est que pour moi, et je reviens sur cette idée de on est à l'aube des accompagnements collectifs, c'est que pour moi, la compétence collective devient la compétence clé. C'est ça mon message. La compétence collective devient la compétence clé. Aussi bien pour une entreprise, pour s'adapter à son marché, pour être en relation avec ses clients, pour être dans l'agilité permanente, que pour une personne, pour pouvoir s'intégrer dans le collectif. On est là, justement, parce que de toute façon, on est très nombreux, on est complètement reliés. Alors, je peux aller vivre sur une île, etc. Bon, d'abord, les îles commencent à se faire rares, et puis il y a beaucoup de monde dessus aussi. Mais de toute façon, je suis pris dans ce système. Alors, cette compétence collective, elle est fondée d'abord sur une chose. Alors ça m'a frappé, j'imagine que vous avez repéré ça. Des chercheurs ont mis 10 ans de travail, et ils ne trouvaient pas la structure tridimensionnelle de la protéase rétrovirale du VIH, du sida. Ils n'arrivaient pas à décrire cette structure tridimensionnelle et donc du coup à avancer dans leurs travaux. 10 ans. À un moment, ils ont une idée, ils s'adressent à un site internet qui s'appelle Foldit. Foldit, ça veut dire pliez-le. Ils mobilisent des milliers d'internautes pour jouer, à essayer de trouver comment on pourrait plier ce machin pour trouver la structure tridimensionnelle. Ils ont mis 3 semaines. 3 semaines après, ils ont redonné aux chercheurs un modèle qu'ils ont réadapté et ils ont pu passer à l'étape suivante. Ça, c'est l'intelligence collective. Si je dis que la compétence collective, ça va devenir le facteur clé, c'est qu'aujourd'hui, dans les entreprises, on commence vraiment à se poser la question de l'intelligence collective, du collaboratif, etc. C'est pas pour faire joli. C'est juste parce qu'on sait aujourd'hui que c'est beaucoup plus puissant. Vous avez un livre que vous avez peut-être lu qui s'appelle La sagesse des foules, de James Surowiecki. Et dans La sagesse des foules, il explique par exemple, il fait une expérience avec un bocal et des bonbons. On prend un bocal, on met un nombre de bonbons qu'on a compté à l'avance, et puis par exemple ici, pour chacun d'entre vous, on va demander d'évaluer le nombre de bonbons, d'accord? Puis on va voir qui est le plus juste. Donc c'est un jeu. On s'aperçoit que si j'ai quelqu'un qui est très bon à ce jeu, etc., qui devient expert, il trouvera toujours moins près du nombre réel que la somme arithmétique de l'ensemble des évaluations des personnes présentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble de la foule a la capacité de trouver une meilleure réponse. On a fait l'expérience sur des marchés de décision liés à la bourse. On a fait la même chose. Avec d'un côté des gens qui sont spécialistes de la bourse, qui font des évaluations, etc., et donc qui prédisent l'évolution des cours, et de l'autre côté, des gens pas spécialement spécialisés, mais qui vont faire des hypothèses et qui vont voter. On appelle ça des marchés de décision. Et bien sur ces marchés de décision, le collectif est toujours plus expert et obtient toujours une meilleure décision que l'expert. Ça, c'est typiquement la supériorité du collectif. Cette supériorité du collectif, elle va se jouer aussi, par exemple, et ça pour exemple, dans l'innovation organisationnelle. On n'y pense pas, on a toujours en tête, et c'est vrai pour un certain nombre de produits, l'iPhone, etc., que les innovations sont technologiques, ou que ce sont des brevets sur la recherche, etc. Mais si vous y songez, regardez les grandes innovations organisationnelles.
Charles Quint, par exemple, avait organisé un État très décentralisé qui a beaucoup concouru à ses succès. César avait, lui, inventé une organisation logistique. On doit à Napoléon l'organisation administrative, ou à Bismarck le lancement de la révolution industrielle en Allemagne. On s'aperçoit que très souvent, alors vous me direz c'est des exemples historiques, ok? Venons plus près. Lorsque les Japonais mettent pratiquement à genoux l'industrie automobile américaine, GM, Ford, Chrysler, ils les mettent pratiquement à genoux. Pas sur un nouveau moteur, non, avec le juste à temps et la flexibilité. Et très vite derrière, ils ont failli jamais s'en remettre, hein, ils viennent avec la qualité totale. En parenthèse, la qualité totale venait des Américains, parce que Deming n'avait pas été entendu aux États-Unis, nul n'est prophète dans son pays, donc il est allé au Japon, il a importé ses méthodes et ça a failli couler l'industrie américaine. Simplement pour vous dire que la supériorité du collectif, elle est aussi sur la technique d'organisation collective. Et c'est pas forcément à cet endroit-là qu'on travaille. C'est plutôt à cet endroit-là qu'on décide de ne pas travailler. Regardez par exemple les questions aujourd'hui dans le débat public sur l'organisation administrative, c'est fascinant. On n'est pas en train d'essayer de faire de l'innovation à cet endroit-là. Pourtant, c'est à cet endroit-là qu'on sera efficace. Ce que je voulais vous dire aussi par rapport à la supériorité du collectif, c'est qu'il se trouve que moi, j'ai été délégué général d'Emmaüs France. Donc j'ai passé pas mal d'années auprès des communautés. Il y en a hein, par ici, hein, des communautés Emmaüs. Ce qui est intéressant, par exemple, dans le modèle Emmaüs, qu'est-ce qu'on fait? On récupère des objets qui ne servent à rien. Les déchets de la société. On prend des gens, excusez-moi, je vais vous choquer, qui ne servent à rien. Les déchets de la société. Et la question, c'est comment, et aux objets, et aux personnes, on redonne une seconde vie. C'est ça la question. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut le faire? C'est pas une innovation technologique. Non. C'est la qualité du collectif. Et par exemple, dans les communautés Emmaüs, il y a un système de gouvernance extrêmement sophistiqué, que je n'ai jamais vu ailleurs dans une entreprise ou dans une association, et qui fait que ça tient. Donc, cette supériorité, le collectif, va vous donner par exemple des solidarités que, évidemment, vous ne trouverez pas seul. Ça aboutit à quoi? C'est que, si le collectif est supérieur, comment on fait? Et ma croyance, et personnellement je parle d'être collectif, c'est-à-dire que j'estime qu'il y a des êtres collectifs. Pour moi, la France est un être collectif, une grande entreprise est un être collectif, c'est-à-dire que je vais pouvoir l'aborder comme une personne. Donc vous voyez que je suis vraiment dans des croyances, dans des modèles, alors qui sont fondés, hein, parce qu'il y a des gens avant moi qui ont travaillé ces questions-là, mais qui ne vont pas du tout dans le modèle dominant. Et on peut considérer que le collectif a besoin de travailler sur lui-même au moins autant que l'individu. Alors, nous sommes dans des sociétés où tous les individus ne travaillent pas forcément sur eux-mêmes. Hein, soit parce que ça ne se présente pas dans leur vie, soit parce qu'ils réussissent autrement, etc. Mais l'expérience que j'ai, en tout cas pour avoir été conseiller de personnalité, pour accompagner des dirigeants, c'est que moi je ne connais pas de gens qui entrent dans la performance, y compris des opérationnels, hein, des gens qui font des choses, directeurs commerciaux, enfin vraiment, qui sont les pieds dans le terrain, je n'en connais pas qui ne travaillent pas sur eux-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'ils ont fait une psychanalyse, ils ont pu le faire autrement, ils ont pu rencontrer quelqu'un, ils peuvent avoir un engagement à un endroit, peu importe la manière dont ils le font, il n'y a pas qu'un chemin. Mais en tout état de cause, il y a toujours ça. Parce que s'il n'y a pas ça, au bout d'un moment, ça ne marche plus. Et pour les collectifs, pour moi, c'est la même chose. La question, c'est comment une entreprise travaille sur elle-même. Pourquoi c'est important? Parce qu'on oublie simplement que les civilisations, les États, les entreprises sont mortelles. Ça disparaît. On fait toujours comme si tout ça était d'une solidité incroyable, mais il suffit d'aller chez Kodak pour qu'ils vous racontent. Ils ont cru qu'ils étaient immortels. Ils ont cru qu'ils avaient une telle taille qu'ils étaient inatteignables. Mais c'est pas comme ça que ça a marché. Donc on a besoin de faire un travail sur soi-même. Et Harry Djeus, dans un livre qui s'appelle Living Company, l'entreprise vivante, raconte simplement que la moyenne de vie des entreprises aux États-Unis et en Europe, c'est 13 ans. Mais c'est pas beaucoup, 13 ans, hein, la moyenne de vie. Et donc il est allé s'intéresser aux entreprises qui vivaient plus de 13 ans. Et grosso modo, qu'est-ce qu'il a vu? Exactement ce que je suis en train de vous raconter, c'est qu'on ne peut plus prévoir
Vous pouvez faire des directions de la prospective, vous pouvez faire des scénarios, ça va vous aider. Il n'empêche que dans la réalité, ce qui se passera sera différent. Donc, ce qui fait la vraie compétence d'une entreprise, d'une école comme Subdeco, d'un territoire, c'est sa capacité d'apprendre ensemble, d'être vivant ensemble, de s'adapter à l'environnement et d'inventer ensemble. C'est ça la vraie compétence. Alors, vous allez me dire, mais comment on fait ça? Ben d'abord, il faut faire tomber une première idée à laquelle on ne pense pas suffisamment, c'est que la compétence collective n'est pas une compétence innée. La compétence collective doit s'apprendre. On met les gens ensemble dans l'entreprise, puis on leur dit, bah voilà les procédures, voilà comment on entre, voilà comment on sort, voilà si tu veux progresser. Bon, après il y a toutes les règles implicites, tous les non-dits, etc. Et puis on demande aux gens de se débrouiller ensemble. Ben non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc du coup, qu'est-ce que vous avez? Ben, vous avez beaucoup de violence, vous avez des gens qui vont mal, etc. Pas partout. Il y a aussi plein d'endroits où il y a plein d'énergie, plein de réussite, etc. Je précise parce que cette histoire de risques psychosociaux, ça nous met aussi une image aujourd'hui qui a quelque chose à un moment de pas bien calé, je vais y revenir. Donc première chose, ça s'apprend. Deuxième chose, sortir de la victimisation. C'est quoi la victimisation? C'est l'idée que c'est toujours de la faute de l'autre. Et d'ailleurs, si la France va mal, moi je vous le dis, c'est la faute de Hollande. Et je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'on disait pour Sarkozy. Et pour Chirac. Et pour Mitterrand. Si ça va mal, c'est donc de leur faute. Bien sûr que c'est de leur faute. On est d'accord. Ils n'ont pas fait ce qu'ils avaient dit. Mais en même temps, vous savez ce que disait Kennedy. Ne vous demandez pas ce que les États-Unis peuvent faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour les États-Unis. On est à cet endroit-là. Et sur cette question de sortir de la victimisation, ça vaut pour moi, pour les riches comme pour les pauvres. Pour les riches comme pour les pauvres. Je vous renvoie par exemple sur les pauvres à un livre de Philippe Gabillet sur la manière, alors c'est choquant ce que je veux dire, donc la manière dont un certain nombre de gens vont préférer leur statut de pauvre et préfèrent leur pauvreté que de faire autre chose. Parce qu'à tout prendre, si je ne suis pas construit à l'intérieur, vaut mieux encore être pauvre, parce qu'au moins je peux réclamer mon RSA. Parenthèse, quand le gouvernement instaure le RSA, il y a une assemblée générale des compagnons Emmaüs, et il y a 3 compagnons qui se lèvent et qui disent « Nous ne voulons pas du RSA. Nous voulons nous mettre debout par le travail, et cet argent-là, vaut mieux qu'il soit utilisé pour d'autres. » Et donc ils n'ont jamais réclamé. Sortir de la victimisation, ça veut dire aussi, quand on est la France, arrêter de penser que tout va mal. Arrêter de penser qu'on est dans une crise. Je ne sais pas si vous observez quand même, je vais y revenir, mais nous sommes dans une crise du 1%. 1% de croissance. Nous sommes dans une crise du 1%. Ça veut dire que notre problème majeur, c'est que nous allons doubler notre richesse dans ce siècle. Notre problème majeur, c'est que nous allons doubler notre richesse dans ce siècle. C'est quand même un problème. C'est quand même incroyable ce problème. Je ne comprends pas qu'on laisse faire ça. Pour moi, c'est du délire. Et je vais y revenir. En analyse transactionnelle, ça s'appelle des méconnaissances. C'est-à-dire que, évidemment, que ce n'est pas ça la question. Quand vous regardez les enquêtes internationales, où on classe l'ensemble des pays par rapport à leur optimisme et leur relation à la pauvreté. C'est un domaine que j'ai travaillé à un moment, cette question de la pauvreté. Et on s'aperçoit que la France est parmi les plus mal classés, derrière l'Afghanistan et derrière un certain nombre de pays africains. En termes de pessimisme par rapport à l'avenir. Donc, une chose l'une. Soit on est dans le réel, et alors vraiment, les autres pays sont très courageux, soit les autres pays soient à peu près lucides, et nous, on n'est pas dans le réel. Donc, il y a cette question de, pour travailler sur soi-même, il faut sortir de la victimisation, ça veut dire plus de responsabilité, plus d'autonomie. Quand on travaille en coaching d'organisation et en collectif, notre fil directeur, c'est sans arrêt ça. Comment est-ce qu'on fait pour que les personnes se prennent en charge elles-mêmes et résolvent elles-mêmes leurs problèmes? C'est ça la question, comme pour un coaching individuel. Alors, vous allez me dire, mais au niveau d'un pays comme la France, peut-on coacher la France? Oui.
au niveau d'un pays, peut-on coacher la France? Franchement, qu'est-ce qu'on pourrait faire? D'abord, il y a plein de choses qui ont été tentées quand même. Hein. Il y a des prédécesseurs. Hein, je ne vais pas vous proposer tous les outils que je décris dans le livre, il y en a un certain nombre, hein, mais je vais vous en présenter quelques-uns. Qu'est-ce qu'on peut faire? Un des premiers, qui est issu de l'analyse transactionnelle, donc j'imagine qu'il y a ici dans la salle des gens qui connaissent l'analyse transactionnelle, mais je vais résumer pour que tout le monde puisse avoir accès à cette question. En analyse transactionnelle, on estime qu'une personne, à certains moments, peut ne pas être en contact réellement avec ce qu'elle vit et avoir ce qu'on appelle des méconnaissances, c'est-à-dire qu'elle déforme la réalité. Je vais vous donner un exemple. Quand il s'agit de la France, il y a 4 niveaux de méconnaissance. Premier niveau de méconnaissance, il y a un problème, mais je ne sais pas qu'il y a un problème. Par exemple, je fais des déficits tous les ans, j'accumule de la dette, et je ne sais pas que c'est un problème. Ça a duré près de 20 ans quand même. Hein. Et tous les ans, pendant 20 ans, j'accumule le truc, et ce n'est pas un problème. Deuxième niveau de méconnaissance, bon, je me dis quand même, il y a un problème. Mais je ne suis pas concerné. Donc, ouais, c'est vrai, franchement, il y a je ne sais plus qui a dit là qu'il faudrait peut-être qu'on y regarde à ça, la dette, là, ça commence à poser problème, on se rapproche des critères de Maastricht, machin truc. Ouais, bon, en même temps, c'est pas mon problème. Troisième niveau de méconnaissance, la dette, bon, là, ça commence à atteindre des niveaux, donc ça commence à devenir mon problème parce qu'on m'a augmenté mes impôts. Donc là, ça devient mon problème. Mais en même temps, je me dis, de toute façon, je ne vois pas comment on peut faire. Les politiques, de toute façon, ils font que ce qu'ils veulent, dès qu'ils ont été élus, machin. Voilà. Donc c'est un problème, ça commence à m'impacter, mais je n'ai pas la solution et je ne pense pas être capable de gérer. Et le dernier niveau de méconnaissance, c'est... il y a un moment où je me dis, bon, ok, c'est un problème, ok, je suis concerné, ok, je vois les solutions, et en plus, je pense que je suis capable de les appliquer. Par exemple, je pourrais faire un truc, si je suis journaliste de journal du coin, et puis que je vais sur un terrain de foot, puis il y a le président qui dit, dans l'article, là, ce serait bien de réclamer une nouvelle tribune. Là, ça, je ne le mets pas. Parce que c'est une dépense. Et que s'il y a de la dette, c'est surtout parce que nous dépensons. Et que nous sommes des prescripteurs qui ne payons pas. C'est-à-dire qu'on prescrit, mais comme on paye plus loin, c'est comme pour les médicaments et la santé, on ne fait pas le lien. Donc s'il y a un trou dans la route devant chez soi, on va appeler la mairie. Et puis on trouve normal qu'il y ait une émission qui dise « Ah, cet élu, c'est un bâtisseur. » Oui, combien? Vous habitez dans un village, vous avez des amis qui viennent, puis après le repas, vous allez vous balader. Faites expérience avec des amis. Vous commencez à entretenir la conversation en disant ah, c'est pas mal ici. Hein. Ah ouais, on a un bon maire, hein, t'as vu, il a refait ça. Puis t'as vu... Oui, combien? Les méconnaissances, c'est méconnaître à quel point je suis responsable de ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est pas venu du ciel. C'est l'ensemble de nos décisions collectives qui fabriquent la situation. Et donc chacun d'entre nous, on peut changer ça. Il faut décider. Ça, c'est les méconnaissances. Et donc, moi je prétends qu'au niveau de la France, on pourrait travailler sur les méconnaissances. Et qu'on pourrait faire œuvre utile d'information, de communication, en expliquant à tout le monde que, vous connaissez ce conte des 3 souhaits. Hein, c'est un conte, et puis il y a 2 personnages, et puis je ne sais plus très bien pourquoi, ils ont le droit d'avoir quelqu'un qui leur dit vous aurez 3 souhaits. Et puis à un moment, il y en a un qui s'énerve et qui dit à sa femme que les saucisses te pendent au nez. Premier souhait. C'est exaucé. Du coup, il faut un deuxième souhait. Il faut qu'elle tombe. Voilà. Puis je ne sais plus quel est le 3e souhait. Mais la morale de l'histoire, c'est qu'en fait, nous ne cessons de faire des souhaits et des dépenses sans nous en rendre compte. C'est vrai pour les dépenses, mais c'est vrai pour des quantités d'autres problèmes. Donc les méconnaissances, le travail sur les méconnaissances pour un collectif, c'est de renvoyer tout le monde à sa responsabilité. C'est un travail en coaching d'organisation qui est par moments tendu. Parce que les acteurs n'ont pas envie qu'on leur renvoie leurs responsabilités. Donc de temps en temps, on est obligé de poser un cadre un peu serré et il peut y avoir de la tension, mais c'est salutaire et c'est nécessaire. Ensuite, par exemple, est-ce que vous savez identifier les messages contraignants? Les messages contraignants, on appelle ça aussi les drivers, c'est en fait, on a chacun d'entre nous des trucs qu'on a entendus dans l'enfance, du genre dépêche-toi ou fais-moi plaisir, et qui font que toute notre vie, on va la passer à être au rendez-vous de cette croyance.
est-ce que vous feriez le lien entre changer les tuiles du château de Chambord et la consommation de neuroleptiques en France? Quel lien on pourrait faire? Pour moi, il y en a un, qui est que la France a un driver, un message contraignant qui va déterminer beaucoup de ses actions, beaucoup des débats publics, qui s'appellerait « Sois à la hauteur de ton histoire ». C'est un peu comme s'il y avait quelqu'un quelque part qui dise tout le temps « Sois à la hauteur de ton histoire ». Non mais, il y a Versailles, on a été maître du monde, on avait les colonies, sois à la hauteur de ton histoire. Résultat de l'opération, sois à la hauteur de ton histoire, vous êtes d'accord que c'est un peu une sorte de moi grandiose, d'idéal qu'on ne peut pas atteindre, etc. Donc on pédale, puis comme on ne peut pas y arriver, alors ça nous donne quand même de la dynamique. Hein. Le point positif, c'est que ça nous donne de l'ambition. Le point négatif, c'est que je ne peux pas y arriver. Donc du coup, je déprime, d'accord, et je tombe dans le moi dépressif. Et le moi dépressif, c'est j'y arriverai jamais, c'est Bavresse qui écrit un livre qui s'appelle La France qui tombe, c'est tout va mal, c'est de toute façon on est en train de perdre notre rang, etc., etc., etc. Et on alimente la machine. Vous voyez bien qu'un driver comme ça, qui a l'air de rien, hein, il fait que effectivement je vais débloquer des crédits pour le château de Chambord, mais qu'en faisant ça, j'alimente une espèce de mythe de la France, de hauteur, etc., qui n'est pas dans le réel. Parce que quand on est 65 millions d'habitants sur bientôt 8 milliards et demi, 5e puissance mondiale, c'est écrit, ça va s'arrêter. Donc il va bien falloir à un moment revenir au réel. Et pendant que je fais ça, eh bien, j'ai mon moi déprécié et du coup, je ne suis pas disponible pour les vraies valeurs de la France, la solidarité, la culture, etc. Donc, ce sont des mécanismes sous-jacents qui n'ont l'air de rien, mais qui en même temps sont très dangereux. Et puis, il y a une autre chose à faire pour moi. Alors là, j'emprunte ça à la fois à Jung, mais aussi à un sociologue qui s'appelle Mafsoli, alors qui n'est pas très en cours dans les universités, etc., parce qu'il n'est pas trop sur le modèle dominant, etc. Et en gros, lui dit, il n'y a pas de société équilibrée, et donc la France ne peut pas être équilibrée, si on ne sait pas gérer la violence collective. Grosso modo, sa théorie, c'est qu'il y a un homo sapiens, sage, etc., et puis il y a un homo demens. Et celui-là, il a vite fait de rejoindre la folie. Et il y a des violences. Et alors, pour gérer cette violence, on a un truc qui est super, que Jung a savamment décrit, on appelle ça l'ombre. Alors l'ombre, c'est un truc... d'abord, c'est là où il n'y a pas de lumière, donc ça c'est facile, d'accord? Et c'est là où je ne veux pas voir. Comme c'est dans l'ombre, je ne vois pas. Et qu'est-ce que je ne vois pas dans cette ombre? C'est ma propre violence. C'est mes propres pulsions criminelles. Et alors comment je gère ça? Et bien, comme je ne veux pas les voir chez moi, je vais les mettre chez les autres. Et alors, on a un truc qui est très bien en France, par exemple, et je pense que ça explique en grande partie cette politique publique-là, c'est qu'on a trouvé les prisonniers pour l'ombre. C'est eux les grands fautifs. C'est eux les grands méchants. C'est eux qui transgressent. Mais en fait, ils nous servent de compensation. Et notre manière de les maltraiter, c'est de ne pas s'occuper bien des prisons. Donc on peut dire, par exemple, que travailler sur notre ombre, c'est réhabiliter le rôle social des prisonniers. Ils ont bien sûr enfreint des règles, donc c'est normal, une société ça fonctionne avec des règles, des sanctions, ça c'est ok. Mais par contre, la seconde peine qui consiste à les faire vivre dans des conditions scandaleuses, ça parle de la dynamique collective et de notre violence collective. Et en gros, ce que nous dit Mafsoli et que disait Jung avant, c'est qu'une société qui ne gère pas son ombre, qui n'est pas capable de gérer sa violence, va se trouver prise par sa violence. Ça a deux conséquences. D'abord, à un moment, je peux me retrouver avec des phénomènes collectifs extrêmement violents, et je vous renvoie au livre de Canetti, Masse et puissance. C'est la première chose. Mais la deuxième chose, qui est aussi dommageable, c'est que ça nous prive du dynamisme. Parce que quand je vais voir la violence qu'il y a dans l'ombre, et quand je reconnais que chacun d'entre nous, on est à la fois des gens bien, et puis de temps en temps, on est un peu moins bien, on fait un bras d'honneur au feu rouge, voilà, on n'est pas toujours bien. De temps en temps, on est un peu moins bien que bien. Et bien, quand je reconnais ça, je libère les énergies collectives et je donne de l'énergie au collectif. Si je vous présente tout ça, c'est simplement pour vous dire que dans les processus en cours, pour moi, nous sommes globalement agis. Et que nous sommes agis par des forces profondes que j'ai décrites au début. Je vous donne un autre exemple, par exemple, de travail collectif qu'on peut faire. Regardez ce qui a été fait par les campagnes de communication sur la prévention du tabac.
La prévention du tabac, très souvent dans les films, etc., celui qui fumait, c'est le héros. Et il y a eu un travail qui a été fait pour déshéroïser la pratique. Ça s'appelle en coaching un recadrage de sens. C'est-à-dire que la même pratique, au lieu d'être héroïque, devient simplement banale. Sur la conduite en voiture, pendant très longtemps, conduire vite, c'était viril. Et puis, il y a eu ce fameux slogan, la vitesse est dépassée. C'est un recadrage de sens collectif. Et vous voyez bien que quand je dis peut-on coacher la France, bien sûr, il ne s'agit pas de désigner des coachs, et on ne voit pas par quel processus et au nom de quelle légitimité démocratique, enfin franchement, qui irait coacher la France. D'abord, il s'agirait de vérifier qu'elle est d'accord pour être coachée. Ce qui n'est pas gagné. Ça, c'est le premier élément. La deuxième chose, quand je dis ça, c'est aussi pour dire que nous sommes en pleine méconnaissance globalement sur notre situation réelle. C'est-à-dire que, je vais vous donner un dernier exemple que j'aime beaucoup, qui est celui de la pauvreté en France. En France aujourd'hui, vous avez à peu près 8 à 8,5% de la population qui est pauvre. Comment on calcule ça? C'est le seuil de 60% du revenu médian. Donc on calcule 60%, ça fait en ce moment c'est autour de 970 €. Si vous êtes une personne seule, en dessous vous êtes pauvre, au-dessus vous êtes riche, vous êtes moins pauvre. Ce qui est intéressant, c'est que pendant très longtemps, le seuil n'était pas de 60%, il était de 50%. Et au seuil de 50%, la pauvreté en France n'est plus que de 4%, donc c'est quand même pas la même chose, et le nombre de pauvres, c'est 4 millions. Vous voyez, ça fait une très grosse différence. Alors on va me dire, ouais, mais c'est quand même mieux d'avoir calculé 60%, parce que 60% du revenu médian, ça veut dire qu'on estime quand même qu'ils ont besoin de ça pour vivre. Mais c'est pas ça la raison. La raison, c'est que quand on a fait l'intégration des pays de l'Est dans l'Europe, on a revu nos outils statistiques au niveau européen. Et que si on avait maintenu le seuil de 50%, comme ils avaient des revenus très égalitaires dans ces pays-là, on se retrouvait dans les pays d'Europe de l'Ouest avec plus de pauvres que chez eux, ce qui était insupportable. Donc on a remonté le feu. C'est juste pour vous dire que quand vous entendez parler de la pauvreté à la télévision avec des chiffres, vous avez derrière un construit social qui n'a pas grand-chose à voir avec la pauvreté vécue. Hein. Je ne dis pas que les personnes qui ont moins que ce seuil vivent bien, etc. Ça, c'est un autre débat. C'est simplement pour vous dire à quel point on est dans quelque chose de complètement construit, une réalité complètement construite, et on peut très bien du coup avoir une image d'un pays totalement en difficulté, alors que oui, il y a des difficultés, mais non, il n'est pas totalement en difficulté. Ce n'est pas la même chose. Donc, moi, je prêche pour des politiques non conventionnelles, et je prêche aussi pour que chacun d'entre nous, on se dise qu'on peut travailler les collectifs, les associations, les entreprises, on peut former des accompagnants collectifs, puisque c'est une partie de mon activité, et moi je suis convaincu que ce travail il est devant nous, parce que si nous ne le faisons pas, on va avoir des montées de violence, c'est déjà commencé en partie, on va avoir des trucs qui vont se dérégler, et on ne saura pas être au rendez-vous des grandes mutations qui sont présentes. C'est ce message que je voulais vous délivrer. Merci. C'est le temps des questions.